Monsieur Cléfy, bienvenue. Merci. Merci pour vous. Bienvenue à votre Director's Talk ce soir. So we decided to have this conversation in English tonight with a little bit of French tapped in there. We will ask the spectator. To me, it's better in French. But if you want in English, in my English, I speak tourist. What do you prefer? What they prefer. Would anyone object to us speaking English, French, just doing a bit of both, and just sort of ping pong left and right? I see no objections. Ok, français. Ouais. Voilà. Français alors? Yes, vous pouvez en yes, français? Oui, yes, ok. I prefer. Donc aujourd'hui on a déjà vu votre premier documentaire, Ouais. deuxième documentaire aussi, un court métrage. On va voir Mensualité, encore tout à l'heure en soirée. Vous allez recevoir le Joseph Plateau Paris pour votre carrière. Bon ben, comment est-ce que vous sentez-vous ce soir? Écoutez, d'abord, je remercie les spectateurs, je remercie le festival et je vous avoue, je suis très ému parce que une partie de prix pour moi, mais les grands parties de ce prix, c'est pour la souffrance des peuples palestiniens actuellement. Et quand je l'ai dit pour le peuple palestinien, ça ne veut pas dire que c'est contre AC Israël ou les clubs football Israël ou quelque chose comme ça, absolument pas. Simplement que, comme vous le savez, on passe des moments terriblement difficiles, si je peux dire, et que quand on est désigné comme animal, ce n'est pas facile. Mais bon, voilà, maintenant, je vais vous parler avec l'animal qui est en moi, hein, hein, qui est selon le fascisme contemporain, c'est dès que on est opposé à leur point de vue, alors on est relégué hors de l'humanité. Et donc, je tiens à dire que tout le projet cinématographique que j'ai fait, c'est sur l'humanisation et surtout l'expérience humaine palestinienne. Si je prends la mémoire fertile, c'est la mémoire sur l'occupation. Si je prends Maloul, la lecture de l'histoire ou l'histoire sur l'occupation. L'Ancien Galilée que vous allez voir pour ceux qui veulent rester, c'est la joie sur l'occupation. Cantique de Pierre, la souffrance sur l'occupation. Conte de Trois Diamants, l'enfance sur l'occupation. Et Zindik, le dernier film que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est l'individu, mais vraiment comment subir l'occupation. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand on fait des cinémas, on ne fait pas contre quelque chose, on fait pour quelque chose. Et moi, je fais un cinéma basé sur l'humanisation de tout le monde. Ce n'est pas exclusif, n'est-ce pas? Et comme on a vu dans la bataille d'Alger, c'est-à-dire le colonialisme, c'est toujours le même colonialisme. Depuis le début de l'invention du pouvoir, le pouvoir humain sur les humains. Voilà. Mémoire fertile, on va commencer avec votre premier film, qui est quand même pour moi un film qui n'est ni documentaire, sauf pas la fiction, mais qui se relie plutôt dans la cinéma-vérité, d'où cette approche pour le premier film, et est-ce que vous pouvez peut-être parler aussi peut-être de la conception du film et comment vous avez commencé à ce projet? Oui. Dans les années 70, il y avait, surtout au début des années 70, il y avait le cinéma militant partout. Donc il y avait des jeunes qui croyaient qu'avec le cinéma militant, on peut changer des choses.
Hey. De jaren 70 was vooral gekenmerkt door militantisme. En waren dat de jonge filmmakers voornamelijk echt daar niet gewoon aan het filmen. Et le Palestinien faisait un cinéma de militants, militantistes comme ça, qui était un cinéma de propagande, il faut dire les choses, parce qu'ils avaient besoin de la propagande, mais que ne pénétrait pas la vie quotidienne et l'expérience des gens. Des gens hors. Les gens palestiniens, disons, dans les camps de réfugiés ou ailleurs. En dat de Palestijnse cinema die destijds terwijl er stond eigenlijk meer propagandacinema was dan het cinema zoals Argentina. Et moi, j'ai fait mes études à l'ANSAS entre 71 et 75. Donc, c'était cette période où j'ai commencé à réfléchir cinéma, à penser cinéma, etc. Et je me suis dit qu'au fond, si les gens ne voient pas nos films, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont contre nous, mais peut-être que la manière de structurer les films, la manière de s'exprimer n'est pas juste et qu'il faut trouver d'autres possibilités. Et vers 75, donc, il y a Godard qui fait un film qui s'appelle Ici et ailleurs. Et donc, il va changer complètement ma manière de réfléchir le cinéma. Et pourquoi? Parce qu'il va critiquer le cinéma militant. Et dans ces critiques, il y a des choses que je sentais, ou je ressentais. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut trouver une écriture qui, d'un côté, elle peut, disons, arriver au spectateur, n'importe quel spectateur, mais aussi qu'elle interroge le cinéma au même moment. Et j'ai eu la chance de travailler à la RTB avec un journaliste. Je suis allé plusieurs fois en Palestine avec lui, faire des reportages de télévision, mais qui m'ont donné les possibilités d'essayer, d'analyser, de voir, de réfléchir sur le rapport entre la pensée, l'œil, la caméra et le sujet. Et c'est là où je me suis rendu compte que de toute façon, même le cinéma direct, comme on l'appelait à l'époque, c'est un cinéma que de toute façon ne peut pas échapper au regard subjectif de réalisateur ou de caméra. Vous voyez, par exemple, eux, ils ont choisi les mêmes auteurs. Ça pouvait être un plus haut, un plus bas, etc., etc. Et la manière dont ils se disposent, tout à coup, c'est trois, disons, subjectivités que nous films. Nous, on faisait ça aussi par rapport aux documentaires. Par exemple, si je filme une Palestinienne ou n'importe un être d'en haut, c'est le pouvoir de la caméra est sur elle. Si je mets à leur niveau, alors c'est-à-dire je donne la possibilité de respect entre le sujet et moi, etc. Donc, je me suis dit, il faut pouvoir changer le rapport entre le regard et le rôle de réalisateur face à la réalité. C'est pour arriver à la mémoire au film. Kijk, hier. Dus de subjectiviteit van de camera is hoe dan ook altijd aanwezig en die vraagstelling heeft hij gebruikt voor Fertile Memory. Waarbij het voorbeeld bijvoorbeeld aangegeven wordt van de camera's hier bijvoorbeeld, die drie subjectieve standpunten zijn die anders zouden kunnen ingenomen worden. Etc. Bon, c'est parce qu'ils ont compris. Et donc, si vous voulez, tout d'un coup, le problème qui est venu dans ma tête, comment brûler les frontières entre réalité et fiction. Voilà, c'est à partir de là, il y a, oui, d'autres choses. Je me suis rendu compte que, par exemple, l'homme palestinien, quand on le filme, il fait un discours
Hein. Voilà, qu'une waïda, enfin bon, on a demandé qu'est-ce que tu ressens. Alors, pas de nous faire un discours politique. Mais c'est le documentaire. Ah non, mais justement, c'est ça qu'il fallait changer dans le cinéma. Ah, oké, right. Hein. Dus dat ook het beeld als soort image aussi de l'homme palestinien. Non, c'est lui, c'est une pensée. L'homme est une pensée, pas simplement une image. Le En sujet. d'autres. Comment? Le sujet, l'homme comme sujet. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, je vais filmer une scène des ouvriers, ok? Ou un témoignage sur l'emprisonnement d'un enfant. À la place qu'il m'explique, il va me donner une leçon, enfin un discours politique. Alors, tandis que la femme et l'enfant, j'ai ressenti que quand on les met face à la caméra, ils disent leurs sentiments, leurs sensations. Hein. Ils racontent les choses. Et c'est là, petit à petit, je me suis dit, je vais faire un film, un portrait de femme, n'est-ce pas? Et au début, je pensais faire un film sur les femmes, un film sur la Palestine, et puis j'ai changé et j'ai mis la caméra autrement dans ma tête. Et je dis, je fais un film pour les femmes, un film pour la Palestine. Donc je mets au service de la femme et de la Palestine. Et voilà, alors tout d'un coup, le problème c'était, quelle est la différence entre un film plutôt masculin vertical ou un film féminin horizontal? Et ça, on peut en parler parce que c'est des pensées très compliquées, mais justes. Et donc, comme c'était des femmes, alors j'ai fait un film horizontal, un film qui ne monte pas, c'est-à-dire le début de drame jusqu'à que le drame monte, et puis on descend vers les happy end ou la mort de X ou Y, etc. Mais une sorte de perception des doubles réalités, la réalité de la femme comme elle est, mais son monde intérieur aussi qu'elle doit sortir. Donc j'ai commencé à brûler complètement comme je vous ai dit, les frontières entre réalité et fiction, parce qu'il faut faire sortir le monde intérieur du personnage. Je m'excuse, hein, je complique les choses, mais... Non, pas du tout. Donc alors, en d'autres termes, c'est là où, dans les lectures, etc., que je me suis rendu compte qu'en effet, le pouvoir, c'est vertical et la vie quotidienne, elle est horizontale, mais c'est surtout que la jouissance de l'homme, elle est verticale, ça monte et puis plouf, ça descend, tandis que la femme, c'est horizontal, c'est comme si on ajoutait une pierre et les petites vagues, elles vont à l'infini. Hein? Comme par exemple ceux qui connaissent Kaltoum, par exemple, quand elle chante, il y a des petites variations qui vont à l'infini. Hein? Et c'est la musique la plus féminine qu'on peut imaginer. Ça vaut la peine de l'écouter. Avec un peu de H ou sans H, je ne vais pas connaître. Et alors il faut oser faire ça dans un film politique. Et c'est là encore, vraiment, j'ai commencé à avoir mon identité cinématographique. C'est-à-dire que de toute façon, il faut tout le temps avoir une interrogation cinématographique de réel. Hein, et ça m'amène à une écriture, une nouvelle écriture. Donc, quand je regarde, par exemple, je prends Maloud, que vous avez vu, le problème, le défi, c'était comment cette complexité, parce que tout le monde me dit, oui, c'est compliqué le Proche-Orient, c'est compliqué à comprendre, etc. Et moi, je me suis dit, non, je vais faire un film de presque de 33 minutes, mais où toute la complexité peut être expliquée. Et si je prends le pied,
qui vont nous faire, disons, ils vont nous amener de l'abstraction vers le concret. Ah, c'est horizontal, si vous avez vu. Hein. Et ça vient d'un poème de Mahmoud Darwish, donc des grands poètes palestiniens, qui dit que quand tu marches, fais attention, peut-être que tu marches sur l'écran de ton père ou ton grand-père. Voilà, et donc, j'ai pris ce poème, enfin cette phrase de ce poème, et je construis autour, si vous voulez, le rapport au temps, le temps mental, le temps réel, et la lecture de l'histoire, l'histoire idéologique racontée par les professeurs, ou l'histoire vécue par les gens. Ouais, donc c'est deux manières d'approcher l'histoire. Et donc de nouveau, je les mets là, disons, là, pas contre, simplement je montre que, c'est-à-dire la mémoire idéologique, chaque pouvoir va créer une mémoire voilà, qui lui convient idéologiquement, tandis le vécu, même si on a sa subjectivité, eh ben, ça reste plus proche du réel, de la vérité. Voilà, et donc dans tout mon cinéma, ces éléments reviennent d'une manière. Par exemple, je vous donne par rapport à ici, j'avais une question cinématographique très importante, c'est comment filmer la mémoire. Ouais, vas-y, parce que sinon. De basisvraag hier was hoe de herinnering eigenlijk op camera. Voilà, parce que normalement on montre en ralenti. Ah, Oui, de herinnering is meestal in slow motion. Voilà, exactement, et c'est faux. Ah, personne ne voit. Il pense par exemple à son père quand il a regardé sa mère, il a ou n'importe, ou quand un soldat tue, alors il va venir, etc. Non, ça n'a rien à voir. La mémoire fonctionne autrement. Alors je me suis dit, mais comment faire pour rendre la mémoire proche physiquement, physiologiquement de nous? Alors j'ai fait à l'époque c'était en 16 mm. Je fais un montage de 10 minutes, 10 à 12 minutes, et je mis le film sur la table de montage. À l'époque, c'était comme ça. Et j'ai mis la caméra et je l'ai filmé avec une vitesse. Hein, c'était la vitesse de rebobiner la matière. Alors, et j'ai réduit les 11 minutes à peine 2 minutes. Et puis j'ai pris les 2 minutes et je l'ai mis de nouveau sur la table de montage et je jouais avec la vitesse. Et tout d'un coup, alors vous avez ces images qui reviennent, ils sont ralentis mais pas ralentis, ils reviennent comme la mémoire, comme des coups dans la tête, boum, boum, il vient petit à petit et puis tout d'un coup on se souvient. Donc si vous voulez, le cinéaste est obligé d'inventer son écriture. On est obligé. En plus, que quand on vient de sociétés comme la mienne, je n'aime pas être dans le cinéma mimétique, faire comme. Non, j'interroge le réel, j'interroge mon regard, j'interroge le sujet, j'interroge l'écriture. Et donc, pour pouvoir trouver de nouvelles possibilités d'écriture cinématographique. Voilà, en résumé, il faut amener la Palestine au niveau le plus loin possible, au niveau de l'écriture, pour pouvoir prouver que notre expérience, elle est
il est pas seulement légitime, ça on le sait, mais qu'il peut amener encore des choses vis-à-vis de la société humaine. Enfin, on participe donc à la recherche donc de nouvelles manières d'écrire les choses. Ouais. Voilà. Ben alors, moi, je pose encore une question. Oui. Et votre rapport ou votre rapport à la fiction, par exemple, si avec Innocent Gaillet, qui est le premier long métrage qu'on joue après à 10 heures, quel est votre rapport là avec l'écriture, la conception un film de fiction est quand même est différent qu'une approche documentaliste. Mais c'est une histoire inventée, déjà. C'est un scénario très écrit. Mais les éléments du film, ils viennent de différentes histoires, situations, etc., que moi je connais. Je sais d'où ça vient et comment le mécanisme. Je ne sais pas qui a vu parmi vous Innocent Galilée. Est-ce qu'il y a quelqu'un a vu? Euh, voilà. Voilà, si je prends par exemple l'histoire de cheval, ok? C'est pour montrer les mécanismes, comment c'est semé. C'est au fond deux histoires différentes. Une histoire liée aux lois israéliennes pour piquer la terre des Palestiniens. C'est que ils ont fait une loi pour voilà, exproprier les terres. Alors les paysans luttaient contre. Alors ils ont fait encore une loi, hein, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire une zone, disons, qu'ils veulent, une zone militaire. Donc tu interdis d'y entrer. Et qu'après, malgré tout, les paysans entraient, malgré tout, même en sachant qu'ils peuvent aller en prison ou ils doivent payer, ils ont mis des mines. Et il y a eu beaucoup de morts. Hein, des paysans qui, malgré tout, voulaient travailler la terre. Et alors, il y a un paysan qui vient travailler la partie de sa terre où il a le droit d'y entrer avec son âne. Et il met sa veste avec l'autorisation militaire sur l'arbre. Et il commence à travailler. L'âne, malheureusement, il ne comprend pas la langue des gouverneurs militaires, ni de l'armée israélienne en général. Donc il va brotter de l'autre côté, hein, qui est interdit pour les paysans. Et il va chercher l'âne, alors il est attrapé par les militaires. Et il dit, j'ai l'autorisation, il est dans alors il dit, non, il n'est pas avec vous, et vous êtes de ce côté-là, etc. Donc voilà, il est emmerdé. Ça, c'est une histoire. La deuxième, hein, c'est que les Américains, avec les Canadiens, ils ont commencé à faire des téléfilms sur Jésus, après 67. Et un des films, c'était sur la Passion, donc Vendredi Saint, la Passion et la mort de Jésus. Ok? Et un des directeurs a décidé que pour filmer le tremblement de terre, il lui faut moutons, voilà, même. Alors, des moutons, hein, mais beaucoup de moutons qui doivent se disperser, hein, pour, disons, métaphoriquement, on sent le tremblement de terre à la mort de Jésus. Hein? Je peux te continuer, hein, mais après ne pleure pas. Voilà. Et alors, ils ont trouvé un berger avec ce mouton. Il est venu, on lui a dit, on va te payer $500 ou $200. Hein.
Et puis, le régime ont amené des militaires israéliens pour tirer au-dessus de la tête des moutons. Quand il dit action, pour qu'ils se dispersent. Mais bon, comme ils ne comprennent pas ni la terre, ni les machins, ni le mouton, ni, hein, parce qu'ils parlaient, les moutons parlaient palestinien, pas hébreu, ni anglais, bon, ça c'est autre chose. Et ils se sont regroupés, les moutons, en disant, mais ils sont devenus fous, hein. Ouais. Et alors les moutons, ils ont peur, ok? Alors, puis le berger dit, mais ça ne va pas, vous allez le rendre, je ne sais pas quoi, etc., etc. Mais les Américains ne comprenaient pas pourquoi le mec il est fâché. Alors on lui a expliqué. Il a dit, bon, qu'ils me disent, moi je le fais disperser. Tu vois? Et alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit action, et le berger a dit, qui est ta Cathy, je sais pas quoi, hop, ils sont partis dans tous les sens. Hein? Et quand il a dit stop, alors il a dit taï, alors tous les moutons sont revenus. Voilà, et alors j'ai pris et j'ai construit la scène. Ces deux trucs, voilà, j'ai construit cette scène. Ouais. Le cinéma, c'est un art poétique. Ce n'est pas un art réaliste. Si le réel est poétisé, alors ça passe cinématographiquement parlant. Mais vouloir montrer que le film est complètement réel, c'est une erreur. Et au plus que ce soit dans le documentaire, c'est important de le savoir, comme dans la fiction, il faut savoir suspendre le réel cinématographique entre réalité et fiction, entre l'imaginaire et le récit. Si on montre une scène, disons, imaginaire, je ne sais pas, où on a envie, qu'on sent... il faut oublier, il faut partir de réel, parce que si il n'y a pas de réalité dans l'imaginaire, ça ne passe pas. Et le contraire, c'est la même chose. Si je filme une femme qui est en train d'épulcher des courgettes, il faut savoir relever cette réalité vers les métaphores, vers la poétisation. Et c'est ça la grandeur du cinéma. Bon. Maintenant, pour qu'on joue entre nous, entre réalité et fiction, vous pouvez poser une question sur la réalité d'aujourd'hui au Proche-Orient. Ce sera intéressant de connaître pas à vous tous, mais simplement de lancer quelques questions là-dessus. Heeft niemand een vraag? Ah, weet je. En dan is There's a microphone. Okay. I just wanted to ask, ça va si je parle en anglais? We'll try. So I just wanted to ask if you could maybe talk about the difference between Gaza and the West Bank, if there's like a difference in cinema. From what I heard, the people in Gaza and West Bank don't actually interact with each other a lot because there's this barrier in between them. So I wanted to know, is there actually a unified Palestinian cinema, or is it West Bank cinema and Gaza cinema? No, it is the same. I just come from Istanbul. It was a festival. The cinema Palestinian was invited by the festival, and I met maybe 8 young directors from Gaza and from West Bank. They are no different, really. The problem that now the reality in Gaza is incredible, but the young people, they film everything and something like that. To me,
c'est tout mon respect. Respect them so much. In the same time, what they're doing is not only important to comme news, comme capture the reality or something like that, but it's beautiful too. They know now how to film. I don't know how they learn that. You understand? And I think in West Bank, sure, the reality was maybe not in the same dangerosity of Gaza that give the young directors maybe to have more fiction than documentary. It's possible. But I think, yeah, there are two schools, cinema schools in West Bank. There are no school in cinema school in Gaza. Me, I don't feel that a difference between Gaza and. What I can tell you by my experience, I remember in '77, I was so young, I went with a team from the RTB, Radio-Télévision Belge, to Gaza to the first time. And believe me, few military cars I saw, they catch all the region of Gaza. And well, 77, then now maybe it's 45 years, something like that. Now all the big Israeli army and the American with them, they don't arrive to put these people in, comment on dit, gefet, in defeat. You understand? Maybe they will win against the Palestinian people now, but imagine the next 14 years what it will be. Because Israel advanced in the technology and in the armée industrielle, militaire. Industry. Don't forget the other Russi also will try to find another way to fight. To me, is a stupidity to make a war everywhere. But the stupidity of the Zionists is incredible because they lose their relationship with the reality. There are no reality. And Deleuze said about the children. So a child, he doit, enfin, je veux le dire en français. Hein. Oui, allez-y. Oui, je suis désolé. L'enfant doit toujours avoir un équilibre entre la ligne du réel et la ligne de l'imaginaire. Hein, c'est là que toute sa personnalité joue. Et quand il y a une des lignes qui est coupée, ça veut dire qu'il va devenir ou bien handicapé, ou bien fou, ou bien connecté de réel, ou quelque chose comme ça. Et moi, je pense que l'État d'Israël, pour le moment, la société israélienne, est en train de perdre complètement relation avec le réel. Hein? Et c'est grave. Enfin, c'est grave, on ne va pas les mettre en prison parce qu'ils sont fous, mais ils sont criminels. Et tout criminel doit être jugé. Alors,
If I can ask one more question. Please. Yeah, so as someone who has seen Palestine for a long time, does this point in time now, does it feel different? Like, it seems like Gaza has reached a point of no return in terms of destruction. Like, the city of Gaza is uninhabitable, I think, at this point. Does it seem to you like this is different from everything that has happened before? Like, is this a new level in the history of Palestine? Sure, the generation of Yasser Arafat, Abu Mazen, the PLO organization, they make it something, to me it was a miracle. They bring the Palestinian problem, if you want, or the, from the out of Palestine to in Palestine. Because before it was in Jordan or in Lebanon or and then they tried to make peace. It's not easy avec Israel because I read it about a German. Bon, je m'excuse, c'est un peu compliqué par rapport à la vitesse de ma pensée. J'ai lu une critique d'un livre en Allemagne qui parle d'un mythe américain sur l'histoire d'amour entre une indienne et un, entre guillemets, blanc. Ok? Et que ce mythe, c'était faux, mais cette femme existait. Alors, la seule chose que je peux dire, si vous voulez, c'est que ce qui est intéressant de savoir, ce qu'il a trouvé finalement, il est sociologue, il a trouvé que tous les massacres des Amérindiens par l'armée des Américains, par du USA, c'était toujours après des signatures d'accords. On signe un accord en disant on arrête la violence, etc., etc. Quelques mois après, ils font une guerre ou et ils tuent encore et encore. Et après ils disent il faut faire un accord, un nouvel accord, et ils tuent. Et c'est le mécanisme d'Israël. On n'a pas arrêté de faire des accords. Et impossible, quand on est avec un fou, on ne sait pas quoi faire, même s'il est charmant, en disant que je suis démocrate. Mais il est fou. Ce n'est pas contre les fous, n'est-ce pas? Mais quand le fou devient criminel, c'est un danger pour tout le monde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pour nous, on ne sait pas quoi faire. Le monde de Proche-Orient, mais le monde maintenant tout entier, ils ne savent pas quoi faire. Quand vous avez une entité qui refuse les droits internationaux, la doctrine qu'il a, parce que je pense que tout le monde parle le français, oui. La doctrine, c'est le conquérant assiégé. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire, je suis conquérant, mais je suis assiégé. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. D'ailleurs, quand vous écoutez à la radio, on dit Israël a le droit de se défendre, comme si les autres ils n'ont pas le droit. Et pourquoi? Vous voyez? Donc, on est dans une folie. Alors, quand on pose la question où est la réalité, où est la fiction, mon Dieu, peut-être qu'il faut aller comprendre ça à la Maison Blanche. Parce qu'il y a une décadence dans la Maison Blanche. La guerre, c'est aussi une guerre dans l'Empire. C'est ça qui est grave.
Hein. Nous, on est des boucs émissaires, parce que, bon, normalement, c'est évident, on est contre la théorie du 7 octobre, il n'y a pas de problème. Hein. Et de toute façon, c'est le droit international qui doit s'en occuper. Mais ce qui est très très grave, hein, c'est qu'on n'arrête pas le massacre. Et hier, Netanyahou dit un truc, c'est vraiment de la folie. Il s'adresse au peuple libanais en lui disant, c'est mieux que vous supprimez Hezbollah, sinon ça va vous arriver ce qui est arrivé à Gaza. Mais enfin, on est dans quel monde? Devant tout le monde, il dit, on va supprimer tous ceux du Proche-Orient qui sont contre notre volonté. C'est pas facile. Un ami dans le temps, qui est un écrivain et critique, m'a dit que une fois il a rencontré, comment s'appelle encore, Garcia Marquez, l'auteur colombien, qui a écrit parmi les magnifiques livres qu'il a fait, Chronique pour une mort annoncée. C'est un beau livre, ça vaut la peine de le lire. Et d'ailleurs, le personnage principal, il est de Bethléem. Et il est de la famille Nassar. Ok? Et alors, Garcia Marquez, c'est-à-dire c'est dans les années 80, lui a dit que j'ai écrit ce livre par rapport à la Palestine. Parce que voilà, hein, chronique d'une mort annoncée. Tout le monde, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, il faut sortir de la peur. Le juge Falconi, hein, avant de mourir, avait dit une phrase qu'il faut le maintenir, le retenir, parce que sincèrement, c'est un très grand monsieur et qu'il a lutté contre la mafia et pour la vérité de l'humain en Sicile, etc. Il a dit, ce qui l'a fait basculer, c'est que quand il a pris conscience que la mafia, hein, comme toute œuvre humaine, a une fin. Toute une œuvre humaine, elle a une fin, et la mafia, c'est une œuvre humaine faite par des humains, et donc il aura une fin. Le sionisme, c'est la même chose. Le sionisme, il est fait par des humains. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Les gens ici, que je connais, qu'ils soient des journalistes, des trucs comme ça, ils ont peur. Ah. Tout le monde a peur, ils ne savent pas quoi faire avec des voyous. Voilà. Hebben wij nog tijd voor je ingangsvraag? Of is er nog een vraag van iemand uit het publiek? Ja. Bonsoir. Je voudrais essayer en français, mais je suis néerlandophone. Parler dans l'anglophone, hein. Ouais. Si je parle comme un enfant, pardonnez-moi. Bref, je vais te demander à vous. Tu as expliqué le storytelling horizontal, et je vais vous demander quel est le rôle du cinéma et du storytelling horizontal, parce qu'on voit que des solutions politiques et idéologiques et tout ça ne fonctionne pas, on n'a pas possible d'arriver à une solution. Donc, quel est le rôle du cinéma et du storytelling, et est-ce que c'est aussi connecté avec le concept de Sumud? Merci. Mais je crois qu'il faut arrêter simplement, changer complètement le pouvoir qui est dans les mains des hommes.
Voilà, c'est-à-dire il faut que toute l'humanité, c'est hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, etc., et qu'on est dans une égalité totale, que les droits sont les droits pour tout le monde. Voilà, c'est horizontal. Donc, il faut à tout prix bon, on n'a pas un empire qui va casser la gueule à d'autres empires ceux qui souffrent, ce n'est pas que les empires, mais c'est le monde entier. Notre monde est devenu plus petit. La nature souffre comme nous. Même nous, on emmerde la nature encore plus. Vous voyez, donc il faut réfléchir autrement, accepter que l'humanité est au pluriel et que la solidarité et la coopération, c'est mieux que la haine. Vous voyez que tout ça, c'est horizontal. Alors, dès que vous voulez dominer quelqu'un d'autre, voilà, le mécanisme vertical commence. Vous voyez, alors le problème, c'est que le patriarcat que vous avez vu dans disons, dans la mémoire fertile par rapport à ces femmes, et depuis très très longtemps, règne d'une manière, moi je trouve, bestiale. C'est pas possible que nous, des humains, on fait ça, disons, on commence par le faire sur les animaux, on finit par le faire entre nous. Donc, c'est ça, réfléchir autrement le monde, réfléchir autrement le cinéma. C'est-à-dire, comment vous voulez faire grandir des petits garçons et filles dans cette culture dominée par la violence. Hein? On voit la violence partout, que ce soit dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, partout. Alors je ne vois pas. Moi sincèrement, parfois je vois un film et s'il était très très violent, je sors. Même si on me dit que c'est Tarantino, je sais pas quoi, hein, qui d'ailleurs maintenant il vit en Israël. Hein. Et c'est très simple. Simplement parce qu'il ne paye pas des impôts là-bas. Honnêtement, j'ai enseigné à Columbia University et je voulais donner le passeport belge. Alors il me dit, mais tu es con, parce que tu payes des impôts. Alors je dis, mais alors? Il me dit, mais non, donne ton passeport israélien, tu ne payes pas. Alors moi, je gagnais plus à cause du passeport israélien, parce que je suis gêné. Vous voyez, c'est ça qu'il faut changer. Respecter l'autre, être proche de ceux qui souffrent. C'est pas. Alors on dit oui, mais c'est chrétien. Mais non, ce n'est pas chrétien. De toute façon, Jésus est de mon quartier, de Nazareth. On les connaît depuis qu'il était petit. Voilà. Donc, si quelqu'un a des problèmes avec Dieu, qu'il passe par moi, on va y arriver. Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci pour votre patience. Ça me fait. Moi, je cède ma place à quelqu'un d'autre, en fait, à Monsieur De Wette, le promoteur du film festival, qui va m'arrêter comme moi. Merci. Voilà. So I prepared a little text, but it's in English. No problem. Year after year, Filmfest Ghent profiles itself as a festival that looks at the world with an open mind and a broad perspective. It's a platform for meetings and for dialogue. And this year, we could not turn a blind eye to the suffering of the Palestinian people. Thanks to films like Mémoire fertile, Maaloul fait sa destruction, and Noces en Galilée, we return to the roots of the conflict that, since our decision to honor you, has exploded in an even more gigantic and gruesome way. It feels almost strange to see your beautiful films full of poetry,
with joy and visual beauty in today's context. They are also key films that are still as relevant today as they were when they were made in the 80s. They take us back in history and to the society of that time. The way you depicted the human consequences of international political decision was unprecedented. This is why you are often called the pioneer of the Palestinian cinema. Your approach was also unique. Your debut documentary, Fertile Memory, was rightly described as one of the most beautiful films on individual resistance to oppression. In this film, written in 1978, you didn't assume that Jews or Israelis were the villains and that Palestinians the good guys or the victims. Instead, you pointed out that your Palestinian characters themselves were burdened by rigid patriarchal structures. That stands as a strong plea for women's emancipation in the Arab world. Criticism of patriarchy also resurfaces in Wedding in Galilee, where you sharply highlight the power dynamics between occupiers and inhabitants. This brave and mythical film marked your international breakthrough and was screened here in Ghent after its success in Cannes. You deftly countered the sometimes intense criticism of a scene including nudity by explaining that the posture of the naked bride refers to Ishtar, the oldest known depiction of the goddess of love. Anyone judging your films would do well to know their cultural history. You're an eminent representative of this culture, not confined by thematic or formal boundaries. Time and again, you emphasize that documentary and fiction can go hand in hand and even produce utopian images. As a Palestinian who landed by coincidence in Brussels in 1970 and studied theater and film at the Institut Supérieur des Arts, you know what you're talking about. You later passed on this inner and technical wealth to your students, always stressing the importance of paying attention to all the social, political, cultural, and societal aspects of their subject. And that observation and research are of vital importance. In your work, complexity always goes hand in hand with nuance. And this results in a humane cinema, of which there is more need now more than ever, now that humanity is being torn into pieces. At Filmfest Ghent, we are honored to present you with our Joseph Plateau Honorary Award for your outstanding contribution to film art and to making our society more humane. Thank you for being with us, and here's the word. You know, un film. Oui, voilà. Un film ne se fait pas tout seul, même si le réalisateur est sympa. Voilà. Le film est fait par des équipes qui travaillent bien, et mes équipes, qui sont surtout des équipes belges. Je pense à Walter van den Ende, par exemple, c'est comme exemple, parce que c'est un très très grand directeur de la photo, mais tous mes films étaient faits avec des gens magnifiques, et je me souviens que quand on a fait, c'est intéressant de raconter juste cette anecdote, quand j'ai fait Conte de 3 diamants, et c'était un film à Gaza, le seul film d'ailleurs qui était filmé à Gaza.
Et maintenant, si on veut savoir si comment était Gaza, il faut voir Conte de Trois Diamants. Le premier jour, il y a eu un massacre, un très grand massacre. Un Israélien est entré dans une mosquée à Hébron et il a tué 30 à 35 personnes. Et donc, les coproducteurs nous ont dit il faut quitter Gaza, il faut partir. Et moi, j'allais en effet arrêter le tournage pour quitter Gaza. Et c'est l'équipe belge qui ont dit non, nous on reste parce que ces films doivent se faire ici. Et je rends hommage à eux tous. Et surtout, je suis très très ému par vous. Je suis vraiment très très content que ça vient d'ici, ces prix. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes émouvant. C'est vraiment... bon, voilà. Mais je suis toujours de votre côté quand vous voulez. Oui. Voilà, je suis là, comme vous êtes là pour moi. Merci. 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 Voilà.